Bonjour à tous. On dirait pas qu'il y a une tempête de neige. Vous êtes donc disciplinés. Wow! Je vous remercie d'être en si grand nombre ce matin rassemblés pour un événement majeur. Je pense c'est unique ce qui va se passer aujourd'hui. En tout cas, c'est la toute première fois. Alors, on va y aller avec la partie protocolaire au début. Vous allez entendre les statistiques, vous allez entendre des discours qui vont vraiment vous toucher droit au cœur. Puis, à la fin, il y aura aussi cette discussion entre différents représentants de différents groupes. Et puis, ça va me faire plaisir d'entendre et d'agir un peu comme modératrice au moment de cette plénière. D'abord, des salutations d'usage à M. Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du loisir et du sport, ministre de la Famille. M. Proulx, bonjour, bonjour. M. Jean-Charles Pietachot, chef de la communauté Innu d'Equanichit. Bonjour, M. Pietachot. M. Martin Danfous, maire de Varennes. M. Danfous, est-ce que vous êtes arrivé? Ah, non, mais j'étais sur la 132, probablement pas très loin de M. Danfous, et ça se peut qu'il y ait un léger retard. Alors, merci aussi à tous les partenaires, les acteurs du monde de la petite enfance, vous qui avez à cœur le bien-être et le développement des tout-petits. Je prends quelques secondes pour me présenter. Je suis Ève-Marie Lortie, animatrice à la télé les fins de semaine. Des fois, je vous réveille. Je passe mes matins, samedi, dimanche en votre compagnie. Je suis aussi une maman d'une grande de 13 ans. Wow! Mais encore hier, quand je l'ai bordée puis que j'ai donné un bec pour lui souhaiter la bonne nuit, je me suis dit que ça passe vite. Hein? Il n'y a pas si longtemps, elle était tout petite. Puis je la vois encore tout petite, puis je me souviens à quel point elle avait donc besoin de moi à ce moment-là. Même si elle ne le dit pas, mais à 13 ans, elle a encore pas mal besoin de moi. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure. Il y a plus de 200 personnes qui se joignent aussi à nous, qui écoutent nos discussions aujourd'hui. Ça se fait à distance via la web-diffusion du lancement. Alors, il y a des gens qui sont à Québec, des gens de Chaudière-Appalaches, de l'Estrie, du Bas-Saint-Laurent, des gens d'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, de la Naudière, des Laurentides, de la Gaspésie. L'Outaouais est représenté, le Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi est à l'écoute. Ces gens suivent ce lancement en direct sur le web. Au nom de tous les organisateurs de cet événement, j'aimerais vous dire qu'on est très, très heureux de vous savoir avec nous ce matin via le web. Très heureux que vous puissiez, vous aussi, participer à la discussion. Alors, pour participer, alors que ce soit sur place ou les gens qui sont en web diffusion, vous pouvez aller de vos commentaires, de vos réactions sur les réseaux sociaux, sur Twitter, entre autres, le mot-clic qu'on utilisera aujourd'hui pour l'événement, le hashtag tout petit ou le dièse tout petit. Allez-y, des commentaires, des réflexions, des statistiques aussi qui vont vous marquer et que vous voulez aussi véhiculer pour qu'ensemble nous ayons la même réflexion aujourd'hui. Pour lancer, comme il se doit, cette semaine, il faudrait d'abord s'adresser aux principaux concernés, les tout-petits. Haut comme 3 pommes, tu échappes souvent à notre regard de grand. Et pourtant, tu sais que nous avons déjà été comme toi, un petit enfant avec des yeux tout grands. Aujourd'hui, nous tous, qui avons une influence dans ce monde où tu vas grandir, nous te promettons d'être davantage à tes côtés. Nous te promettons de te donner plus de notre temps pour que tu puisses grandir en beauté. Tu es comme une pousse qu'il faut bien arroser, tourner vers la lumière et surtout, ne pas piétiner. Nous allons nous entraider pour bien t'entourer. Tu fais la joie de tes parents. Tu fais aussi notre joie à tous. Nous avons tous besoin de ta fraîcheur et de tes rires. Nous avons tous besoin de ta vie, parce que sans toi, nous ne grandissons pas, nous ne faisons que vieillir. Nous allons te bâtir des espaces de liberté et d'amitié où tu pourras jouer sans crainte à inventer le monde. Nous allons te donner ta chance, d'où que tu viennes, qui que tu sois. Petit enfant, c'est promis. Nous allons t'accompagner tous ensemble Jusque dans la cour des grands. C'est beau, hein? Alors, vous venez d'entendre, vous venez de voir quelques-uns des nombreux signataires
d'une lettre ouverte qui circule actuellement, qui a été diffusée, qui est parue pour la première fois en fin de semaine dans tous les grands quotidiens de la province. C'est la lettre des grands à chacun des tout-petits. Et moi, je vous invite à aller la signer. Vous avez entendu, c'est une promesse toute simple. On va s'occuper d'eux. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, vous trouvez cette lettre en allant sur le site de la Grande Semaine. Le lien est à l'écran actuellement. Vous ferez ça aujourd'hui, puis vous en parlerez autour de vous pour qu'on soit si nombreux, tellement nombreux, à prendre un engagement ferme auprès des tout-petits. Il est président d'Avenir d'enfants. Il est notre hôte aujourd'hui. J'invite M. Jean-Pierre Hott, porte-parole de la Grande Semaine des tout-petits, à venir prendre la parole. M. Hott. Merci, Mme Lortie. Alors, M. Proulx, ministre de l'Éducation, Loisirs et du Sport et ministre de la Famille, M. Pietachot, chef de la communauté Equanichi, M. Danfous, maire de Varennes, il est maintenant arrivé, M. Chagnon, vice-président du Conseil et chef de la direction de la Fondation Lucie-André Chagnon, M. Chouinard, président de cette même fondation, tous les représentants des organismes membres du comité organisateur, tous les partenaires de la Grande Semaine des Tout-Petits, bref, chers amis des Tout-Petits, bonjour. Aujourd'hui est une belle journée, vous comprenez que je ne parle pas de la météo. La semaine sera belle et bonne pour les Tout-Petits. La Grande Semaine sera porteuse d'espoir pour la société québécoise. Un grand merci pour votre présence aujourd'hui. On m'a demandé de vous raconter brièvement la genèse de cette semaine, de vous parler des partenaires qui l'ont rendu possible, de répondre brièvement, très brièvement, on a insisté, à la question « Pourquoi une grande semaine des tout-petits ?», en plus de vous donner un bref, toujours bref, aperçu de quelques activités qui se dérouleront au cours de cette grande semaine. Donc, il y a presque un an, jour pour jour, j'ai lancé l'idée de tenir annuellement une semaine consacrée à l'importance des tout-petits lors de la clôture du forum « Tous pour eux », organisé par Avenir d'enfants, qui réunissait 550 personnes de partout au Québec et de divers horizons, milieux communautaires, services de garde, chercheurs, milieux de la santé et des services sociaux, milieux scolaires, milieux municipaux, représentants des communautés autochtones, représentants gouvernementaux, représentants de la Fondation Chagnon. Bref, nous étions entre convaincus. Par la suite, Avenir d'enfants et la Fondation Chagnon invitaient une dizaine de partenaires à former un groupe de travail afin de contribuer activement à la création de ce qui a pris le nom de Grande Semaine des Tout-Petits. Je tiens à remercier du fond du cœur tous ces partenaires sans qui cette grande semaine n'existerait pas. L'Association des haltes garderies communautaires du Québec, l'Association québécoise des centres de petite enfance, le Carrefour d'Action municipale Famille, la Commission de santé et services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, le Conseil québécois de garde de services de garde éducatifs à l'enfance, la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Famille, le ministère de la Santé et des services sociaux et le Réseau pour un Québec Famille. C'est formidable, ça arrive à point, c'était pas planifié. Je remercie également les nombreux autres partenaires qui se sont joints à notre projet en cours de route. Des partenaires tels que la Fondation du Dr Julien, ici présent, merci d'être avec nous, le Groupe d'action sur la persévérance et la réussite scolaire, le Bureau international du droit des enfants, la Commission des droits des personnes et des droits de la jeunesse, mais aussi des partenaires qui n'ont pas à première vue un lien direct avec les tout-petits, mais qui, par leur présence et leur engagement, témoignent en fait du contraire. Je pense à titre d'exemple au Conseil du patronat, à l'Institut du Québec, à l'Institut des générations, au regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, à la Fédération des municipalités du Québec, à la FTQ, à la CSQ et à la FADOC. Je pense aussi à de nombreuses personnalités du monde culturel, artistique, économique et politique. Un grand merci, bien entendu, pour les acteurs sur le terrain qui, à travers tout le Québec, ont contribué à la réalisation de centaines d'activités donnant plein de vie, surtout plein de sens à cette première grande semaine des tout-petits. Merci aux gens qui travaillent dans l'ombre de chacune de ces organisations impliquées, aux communications, au secrétariat, à la logistique, à la rédaction et j'en passe. J'ai plusieurs noms en tête, mais faute de temps, on me presse d'aller plutôt vers la suite des choses.
Il est toujours difficile de mentionner des noms, et quand même, j'ai pris un risque, donc je voudrais souligner 2 personnes. D'abord, Mme Lynne Piché, coordonnatrice de la Grande Semaine des Tout-Petits, pour son travail inlassable au cours des derniers mois, et M. François Lagarde, vice-président de la Fondation Chagnon, pour son engagement, sa détermination depuis le début de l'aventure. On m'a aussi demandé de répondre à la question « Pourquoi une Grande Semaine des Tout-Petits ?» D'abord parce que le contexte global contribue à cette réflexion. Un contexte démographique particulier au Québec, percuté par un vieillissement accéléré de la population. Cette frange de la population accapare une part importante des préoccupations grandissantes. Ceci étant évidemment en lien direct avec le contexte économique propre au Québec. Ce vieillissement de la population crée une pression sans précédent sur les services de santé. Cela oblige les décideurs à faire des choix parmi les priorités sociétales. Or, on ne veut pas que les tout-petits soient oubliés. Parce que même si généralement nos tout-petits se portent relativement bien, comme société, nous devons nous rappeler collectivement et régulièrement de l'importance des enfants, des tout-petits en particulier, parce qu'ils sont par définition vulnérables. Enfin, parce que l'état des connaissances et l'observation de nombreux phénomènes sociaux nous dictent l'importance prioritaire à accorder au bien-être de ces tout-petits. Nous savons tous l'importance d'agir tôt dans la vie de l'enfant, de dépister tôt, de détecter tôt. Pourtant, dans l'ensemble des écoles du Québec, on dénombre environ 20 % des élèves présentant ou étant jugés à risque d'avoir un handicap ou un trouble d'apprentissage ou d'adaptation. Pourtant, la DPJ nous rappelle avoir reçu plus de 80 000 nouveaux signalements au cours de la dernière année. Pourtant, trop de petits des communautés autochtones rencontrent des épreuves incommensurables. D'où la nécessité de se demander, au moins une fois l'an, comment vont nos tout-petits? Et par conséquent, comment allons-nous comme société? Parce que, ne l'oublions pas, les deux sont liés. Une grande semaine des tout-petits s'impose par des troubles d'apprentissage non détectés en bas âge, entraînant pour un tout-petit des conséquences plus importantes à long terme. Cela s'impose aussi parce qu'un trouble du spectre de l'autisme, diagnostiqué tardivement, réduit les chances d'un tout-petit d'atteindre son plein potentiel dans la vie. Cela s'impose parce qu'un tout-petit victime de violence ou témoin de violence, notamment de violence conjugale, sera indubitablement marqué et nécessitera une assistance soutenue pour assurer son plein épanouissement. Une grande semaine des tout-petits s'impose aussi pour rappeler aux décideurs l'importance des politiques sociales, tant au niveau provincial que municipal. Monsieur le ministre, je tiens d'ailleurs à vous remercier de votre implication, de votre soutien, notamment par la déclaration que vous ferez cette semaine à l'Assemblée nationale, par votre participation aujourd'hui au lancement, ainsi que votre présence cet après-midi à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bref, une grande semaine des tout-petits me paraît fondamentale parce que, paradoxalement, plus on s'intéresse aux tout-petits, plus il faut voir grand. Et au cours de cette semaine, on voit grand. Avec près d'une centaine d'activités, petites et grandes, à travers le Québec, ludiques, sérieuses, scientifiques, à portée nationale, régionale ou locale. Nous avons bien sûr aujourd'hui le lancement des données de l'Observatoire des tout-petits et par nos collègues aussi des Premières Nations. Nous avons eu une sensibilisation récemment devant 500 personnes aux Journées de la persévérance scolaire. De plus, la Grande Semaine des tout-petits peut compter sur la collaboration de plusieurs congrès ou colloques, tels que Ville et Village en santé, avec l'implication du Carrefour d'Action municipale famille, des Journées annuelles de la santé publique, du Congrès de l'Association préscolaire du Québec, du colloque du Conseil québécois des services de garde éducatifs à l'enfance, de celui de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles, des activités spéciales organisées par les communautés des Premières Nations, d'activités régionales telles que la Grande Journée des tout-petits dans Chaudière-Appalaches, de forums pilotés par Avenir d'enfants, notamment à Montréal, Montérégie, Estrie, Centre du Québec, ou d'activités locales telles que des activités familiales gratuites initiées par l'organisme Petit Bonheur à la Maison de la Culture Maisonneuve à Montréal, ou encore l'initiative Samedi de jouer avec papa pour les 2-5 ans qui se déroulera à Granby. D'une présentation de la Grande Semaine à la Chambre de commerce de Témiscouata
au dépôt d'une motion au conseil municipal de la Ville de Québec, plein d'activités se déroulent à travers l'ensemble du Québec. Un des points culminants aussi de notre semaine sera le dévoilement des nouveaux messages de Naître et Grandir qui nous inviteront notamment à créer une gigantesque farandole virtuelle à travers le Québec. Bref, il y en a pour tous les goûts. Je vous ai dit qu'il fallait voir grand pour les tout-petits, mais il y a plus. Il faut aussi voir au-delà de soi, au-delà de notre génération. C'est pourquoi cette grande semaine est si importante à mes yeux et j'espère qu'elle reviendra chaque année avec un dynamisme renouvelé. Mon grand-père maternel était tailleur de pierre. Il m'a appris très jeune l'abnégation liée à son métier. L'importance de mettre tout son cœur dans la pierre que l'on taille, que l'on cisaille, pour qu'elle soit bien posée, bien solide, bien à sa place. Tout cela en sachant qu'il est possible que l'on ne voit jamais la cathédrale pour laquelle on pose notre pierre. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour lui. Je crois avoir contribué à poser une belle pierre, grand-papa. En terminant, plusieurs d'entre vous avaient sans doute lu cette magnifique lettre parue au cours du week-end dans plusieurs médias et dont nous avons eu aussi la primeur aujourd'hui sur vidéo. Plusieurs parmi vous en êtes signataires. Pour les autres, si les tout-petits vous tiennent à cœur, et je crois que c'est le cas, je vous invite à poser votre pierre en la signant, notamment en passant par le site grandesemaine.com. Cette lettre a été rédigée par M. Michel Lopez, qui a écrit un texte que je pense plusieurs d'entre nous aurions rêvé d'écrire. Merci infiniment aux artistes aussi qui ont rendu ce texte de façon admirable dans la vidéo. Donc, nous démontrons à tous, par cette semaine, que nous sommes tous pour les tout-petits. Merci de votre attention et bonne semaine. Merci, M. Hodge. J'invite maintenant M. Jean-Marc Chouineur, président de la Fondation Lucie, et André Chagnon à venir prendre la parole. Bonjour, M. Chouineur. Eh oui, c'était moi, il y a quelques années. Là, vous ne le voyez pas, mais c'était un veston des expos. Évidemment, ça trahit un peu mon âge aussi. C'était quelques années après l'arrivée de l'équipe. Alors, après ces blagues, Monsieur le ministre, Monsieur Petaccio, Jean-Pierre, Claude, Monsieur le maire de Varennes, chers membres du comité organisateur, chers partenaires, participants et collègues, et je m'en voudrais d'oublier un digne représentant de cette génération des tout-petits qui est parmi nous dans la salle, qu'on a entendu tout à l'heure. Alors, c'est pour moi un très grand plaisir d'être ici aujourd'hui parmi vous pour participer au lancement de cette grande semaine des tout-petits. Notre fondation est très fière d'être associée à celle-ci et ravie de voir autant de partenaires réunis pour lancer cette toute première édition. Je tiens à saluer également les efforts acharnés du comité organisateur qui, en l'espace de dizaines de mois, 11 mois, je pense que c'est ça à peu près que tu disais tout à l'heure, Jean-Pierre, ont réussi à faire d'une idée cette réalité. Je tiens par le fait même de saluer également le leadership de Jean-Pierre lors du forum de Tous pour eux d'avenir d'enfants, il y a de ça 10-11 mois, à lancer cette idée. Alors bravo. Et je tiens à vous remercier tous et toutes d'être présents parmi nous aujourd'hui, que ce soit en personne ou en ligne. En fait, vous représentez exactement la présence, l'engagement. Vous êtes un témoignage de ce que cette semaine représente, c'est-à-dire une mobilisation d'une communauté entière qui veille au bien-être des tout-petits, qui s'assure du développement, de leur développement global, de leur bien-être et qui fait de la petite enfance une priorité pour nous tous. Alors, nous devons tous poursuivre à cette mobilisation. Mais pourquoi? Pourquoi la petite enfance? Pourquoi les tout-petits? Parce que c'est là que ça commence. C'est un continuum, le développement humain, le développement global d'une personne, mais ça commence bien entendu très tôt. Les enfants sont ce que nous serons demain, on peut le voir un peu. La petite enfance est une étape cruciale pour favoriser le développement de tous et de s'assurer également que tous au Québec aient accès aux mêmes chances.
Comme vous le savez, notre fondation, depuis déjà plusieurs années, soutient plusieurs partenaires, plusieurs projets dans le domaine, que ce soit par l'entremise d'Avenir d'enfants, que ce soit par Naître et Grandir, par des projets de soutien à des centres jeunesse, à des organismes communautaires. Et pour compléter ces initiatives, bien sûr, c'est là que l'Observatoire des tout-petits, dont vous entendrez parler plus longuement tout à l'heure, joue un rôle clé en interpellant le grand public, en permettant de rendre accessibles des données récentes, rigoureuses, ramassées également, susceptibles, bien sûr, de faire avancer les conversations, les discussions et d'influencer favorablement ce que nous souhaitons et concrètement les politiques et les mesures qui sont prises à l'égard des jeunes de 0 à 5 ans. Alors, je me suis donc très, très fier que nous puissions profiter du lancement aujourd'hui de la Grande Semaine pour vous présenter le tout premier portrait des tout-petits québécois, ce qui sera fait un peu plus tard donc dans la rencontre. Évidemment, ce portrait portera le titre « Dans quels environnements grandissent les tout-petits Québécois ?» Un portrait donc qui s'intéresse essentiellement aux conditions de vie, aux environnements qui façonnent, dans le fond, autant la famille que le jeune, et évidemment qui peut avoir des effets positifs ou négatifs sur leur développement. En plus, ce portrait fera évidemment un portrait à l'échelle du Québec, mais également permettra de voir certaines réalités également sur l'aspect régional. Alors maintenant, mon souhait pour la suite des choses, c'est que chacun de nous reparte aujourd'hui avec une ferme intention, c'est déjà le cas, vous êtes tous des gens motivés, de poursuivre le dialogue de manière active pour faire en sorte que ces données résonnent dans nos milieux, résonnent dans nos réseaux, pour qu'ensemble, après ça, nous puissions trouver des solutions et susciter des actions qui permettront de prendre des décisions politiques éclairées en matière de développement des tout-petits. Alors, longue vie à la Semaine des tout-petits. Monsieur Chouinard, merci beaucoup. Est-ce qu'il va y avoir aussi une photo pour Monsieur le ministre? Ah, ça promet. Alors, j'invite maintenant Monsieur Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, à vous adresser quelques mots. On n'est pas certain pour la photo. Et voilà! Alors, c'est vraiment moi. Et cette peluche n'existe plus, je pense. Mais ça fait longtemps. Écoutez, très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. Vous me permettrez de ne pas répéter les salutations d'usage pour ne pas alourdir et surtout ne pas oublier des gens. Mais considérez-vous tous et toutes salués. Et mention d'honneur pour le plus petit d'entre nous qui est là, que je salue malgré sa petite toux. Vous dire que, bien sûr, heureux d'être aujourd'hui avec vous à l'occasion d'un événement qui réunit autant d'acteurs engagés pour nos enfants. C'est un privilège de travailler puis de collaborer avec vous au quotidien. Je le fais avec plusieurs d'entre vous avec grand bonheur pour le bénéfice de nos jeunes, de notre relève et de notre futur. Je veux revenir sur la lettre que nous adressions à nos tout-petits en fin de semaine en disant qu'il était question de leur donner une chance, peu importe d'où ils viennent et surtout peu importe qui ils sont. En ce sens, la Grande Semaine des tout-petits, et bravo pour cette belle initiative, M. Huot, est une magnifique initiative qui nous invite une fois de plus à se mobiliser autour de la petite enfance. Il s'agit d'une occasion de mettre en lumière l'importance d'agir ensemble et collectivement pour assurer le mieux-être de nos enfants. C'est une occasion aussi privilégiée de susciter un nouveau dialogue sur le sujet. Et moi, je suis privilégié et heureux d'avoir l'occasion de partager à la fois en famille et éducation des moments de dialogue avec des S, parce que c'est ce que nous faisons actuellement. Elle nous rappelle aussi que c'est durant la petite enfance qu'il faut agir afin de favoriser le développement global des enfants, car nous savons que les années qui précèdent l'entrée à l'école sont un élément clé de la réussite éducative des jeunes. En agissant plus tôt, nous leur donnons effectivement une meilleure chance de réussir. C'est pour cette raison qu'il est essentiel pour moi de faire en sorte que la petite enfance fasse partie intégrante des consultations publiques sur la réussite éducative que je tiens actuellement à travers la province. Et si vous avez l'occasion de parler avec des gens qui y sont, qui y participent, vous savez que c'est extrêmement important pour moi et que la mobilisation est là, que les gens de tous les milieux viennent parler de l'éducation tout au long de la vie, mais insistent sur la période déterminante qu'est la petite enfance. Je veux également saluer la mise sur pied puis le travail que mène actuellement la Commission de l'éducation à la petite enfance. J'ai vu M. Lebon tout à l'heure. C'est une autre initiative qui permet la mobilisation autour des différents enjeux de la petite enfance, mais surtout une occasion de dresser le bilan afin d'établir une vision collective pour notre avenir.
Comme vous le voyez, c'est l'apport des différents acteurs qui travaillent en ce sens et qui sont engagés au quotidien envers le bien-être des tout-petits qui est considérable. Je veux bien sûr parler et penser aux parents et aux familles qui sont des acteurs de premier plan. Je pense également aux organismes communautaires familles, des ressources précieuses qui offrent des services de proximité qui sont uniques et qui répondent de façon concrète et adaptée aux besoins des familles. Je pense aussi aux services de garde éducatifs à l'enfance qui jouent un rôle essentiel en favorisant le développement des enfants, autant sur le plan affectif, social, cognitif, langagier que physique et moteur. Je vois le docteur Julien, je ne peux pas passer sous silence son implication également pour combattre la vulnérabilité. De la naissance à l'entrée à l'école, ils offrent aux enfants des expériences et des apprentissages nouveaux et il est donc essentiel que nous assurions la qualité des services offerts dans nos services de garde. Alors, vous me permettez de profiter de l'occasion où nous sommes ici tous réunis pour vous dire que je suis heureux de vous annoncer un signal aujourd'hui, un signal supplémentaire de notre implication, de mon implication pour soutenir la petite enfance, en vous disant que le gouvernement va consacrer un montant de 30 millions de dollars afin de soutenir la qualité des services de garde subventionnés. De ce montant, c'est 28 millions de dollars qui seront versés au Centre de la petite enfance et aux garderies subventionnées. De façon concrète, c'est un montant de 100 dollars par enfant qui sera consacré à l'achat de matériel éducatif et récréatif et à l'organisation d'activités culturelles. Pensez qu'en qualité, il faut également parler de matériel, mais il faut aussi parler d'éveil à la lecture, parce qu'on en parle dans nos consultations, il faut parler d'éveil à la culture aussi, et à l'écriture et à la lecture. Les jeux éducatifs ou le matériel suscitent l'intérêt des enfants et favorisent l'approfondissement des habiletés acquises et l'acquisition de nouvelles compétences. Alors, ça prend du matériel qui est diversifié, adapté à chaque enfant pour une variété d'activités. On peut aussi faciliter l'achat de livres. Pour moi, c'est extrêmement important de parler de littératie et d'alphabétisation dans notre société, puisque la lecture permet aux enfants d'apprendre, d'enrichir leur vocabulaire et de s'évader. Pour ce qui touche les organisations des sorties culturelles, je pense entre autres à la visite de musées ou de bibliothèques, au théâtre, aux enfants, au chant, à la musique, à la danse et aux arts visuels. Si on veut des enfants qui sont impliqués dans notre culture, si on veut des enfants qui vivent avec notre culture, ben, il faut les initier très tôt à celle-ci. D'ailleurs, on va ajouter à ça, et c'est inclus dans le 30 millions, un montant équivalent à 40 $ par enfant pour permettre d'offrir de la formation au personnel qui encadre des tout-petits. Ça fait également partie de la qualité. Et enfin, dans le but de favoriser l'égalité des chances, une bonification de l'allocation pour une installation recevant des enfants issus d'un milieu défavorisé est également prévue. Je vais vous dire également qu'il y a un 2 millions de dollars qui servira à lancer un appel de projet à l'attention des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial. Ceux-ci pourront donc présenter des projets visant l'amélioration de la qualité des services éducatifs offerts aux enfants par les responsables de services de garde. Alors, les prestataires des services de garde éducatifs à l'enfance partagent tous l'engagement de notre gouvernement visant à offrir un milieu de vie qui permet aux enfants de s'épanouir en santé et en sécurité. C'est pourquoi nous voulons mettre à leur disposition des outils additionnels pour améliorer la qualité des services offerts aux plus jeunes. Je termine en vous remerciant d'abord de votre présence, de votre implication, de cette participation à cet événement qui est extrêmement important et qui doit durer dans le temps. On parle de développement global tout au long de la vie. Ça fait partie des choses qui sont prioritaires, des visées, des visions, des intentions que nous avons dans le cadre de nos responsabilités et de nos orientations. C'est une responsabilité de l'État, c'est vrai, mais c'est aussi une responsabilité collective qui interpelle à la fois les individus et les organisations. Alors, c'est une initiative qui invite à une mobilisation. J'en parle régulièrement en matière d'éducation. Il faut le faire également à l'égard des tout-petits. Et je terminerai en disant, c'est M. Hott qui l'a dit, il faut comme société faire des choix, mais il ne faut pas que les tout-petits soient oubliés. C'est les mots que vous avez utilisés. Pour des raisons bien évidentes, et vous le savez, les tout-petits ne peuvent le dire eux-mêmes. Donc, c'est à nous de les soutenir et de les protéger dans l'avenir. Merci beaucoup et bonne journée. Ben non, c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci de cet engagement ferme et clair que vous venez de prendre également. On va aller dans le vif du sujet. On en parle depuis tout à l'heure. Les tout-petits, comment vont-ils? Comment se portent les tout-petits du Québec en 2016 et plus particulièrement, dans quel environnement grandissent-ils? Pour répondre à cette question, qui est au cœur de la mission de l'Observatoire des tout-petits, j'invite Mme Fanny Dagenet, directrice de l'Observatoire des tout-petits, à venir sur scène pour nous parler, mais pour nous dévoiler le tout premier portrait annuel des tout-petits québécois. Fanny? Je ne te voyais pas. Est-ce
que vous riez de mes lulus. J'avais un beau petit chandail tricoté par ma grand-mère. Alors, bonjour à tous. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous dévoiler ce tout premier portrait des tout-petits Québécois. Je dois dire que je suis particulièrement fébrile, d'une part parce que c'est l'issue de plusieurs mois de travail assidu, mais aussi et surtout parce que ça fait partie de l'ADN même du projet de l'Observatoire des Tout-Petits de pouvoir documenter les conditions dans lesquelles grandissent les Tout-Petits Québécois et leur état de santé et de bien-être. Donc, je pense par exemple à mon entrée en fonction à l'Observatoire des Tout-Petits il y a un peu plus d'un an. On m'a dit « Pense-y, Fanny, on a l'indice du Dow Jones qui nous permet de suivre l'évolution du marché, de toutes les entreprises imaginables et inimaginables. On a à chaque année le guide de l'auto qui nous permet de connaître tous les petits détails qui ont changé sur les modèles automobiles et on n'est pas capable de répondre à la question « Comment se portent les Tout-Petits Québécois? Dans quels environnements grandissent-ils? » Et c'est vraiment un des mandats principaux de l'Observatoire des Tout-Petits. Alors, on est très, très content de vous présenter ça ce matin. Et pour vous montrer qu'on a de la suite dans les idées, donc à la prochaine diapositive, et où la manette? C'est pour moi qui est là. OK. Bon, merci. C'est arrangé avec le gars des vues. Alors, pour vous montrer... Elle est là. Bon, je ne pensais pas être le numéro humoristique de la matinée, mais coudonc. Alors, pour vous montrer qu'on a de la suite dans les idées, donc cette année, on a retenu les indicateurs du tableau de bord de l'Observatoire qui répondent à la question « Dans quels environnements grandissent les tout-petits Québécois? » L'an prochain, on vous revient en novembre également avec un portrait qui va traiter des autres indicateurs de notre tableau de bord, donc qui répondent à la question « Comment les tout-petits se portent-ils? » Et en 2018, on aimerait vous revenir avec un indice des tout-petits sur lequel on a déjà commencé à travailler. Alors, avant de tomber dans le vif du sujet, je ne peux pas passer sous silence la contribution de nombreuses personnes qui ont permis la réalisation de ce premier portrait. Donc, je vais essayer d'y aller rapidement. D'abord, merci à toute l'équipe qui a travaillé sur le portrait. Des remerciements tout particuliers à Guylaine Boucher, ma collègue au transfert de connaissances, ainsi que pour les magnifiques visuels que vous allez retrouver dans le portrait et sur le site Internet de l'Observatoire, l'équipe de GB Design et d'Alexandre Gosselin de la Fondation Lucé André Chagnon. Des remerciements également à l'équipe de l'ISQ avec qui on a travaillé de façon très étroite pour assurer la rigueur des données qui seraient présentées dans ce portrait-là. Des remerciements tout particuliers à Hélène Desrosiers et à Virginie Nanou. On remercie également les nombreux experts qui ont participé à la révision de ce portrait et enfin, des remerciements tout particuliers à Marie-Claude Larrivée, Camille Bouchard et André Lebon qui, avec de nombreux partenaires, ont élaboré le tableau de bord de l'Observatoire avant même mon arrivée et évidemment, on est parti de ça pour produire ce premier portrait des tout-petits Québécois. Alors, ce matin, je vous présente évidemment les faits saillants parce que le document complet fait près de 100 quelques pages et plus. Donc, vous allez le retrouver sur le site de l'Observatoire. Vous aurez l'adresse du site tout à l'heure. Alors, d'abord, je vais commencer par les bonnes nouvelles. De façon générale, la situation financière dans laquelle vivent les tout-petits Québécois s'est améliorée au cours des 10 dernières années. Donc, on note notamment une diminution de la proportion de tout-petits qui vivent dans une famille à faible revenu. Effectivement, on est passé de 18,5 en 2004 à 12,9 en 2013. Ça représente donc 11 000 tout-petits de moins qui vivent dans des familles à faible revenu. Il y a également une diminution de la proportion de tout-petits qui vivent dans des familles qui ont recours à l'assistance sociale. Donc, en 2006, on en était à 9,5 % alors qu'en 2011, on en était à 7,9 %. Ça représente 2500 familles de moins d'enfants de tout-petits qui vivent en ayant recours à l'assistance sociale. On note également une augmentation de la proportion des mamans de tout-petits qui sont à l'emploi. Donc, ça peut sans doute expliquer, du moins en partie, l'amélioration de la situation financière. Donc, cette proportion-là est passée de 73,7 % à 77,4 % chez les femmes avec conjoint. Et chez les femmes monoparentales, en 2015, on notait que 61,3 % d'entre elles étaient sur le marché de l'emploi.
Enfin, autre bonne nouvelle concernant la scolarité de la mère à la naissance, donc environ 6 des bébés nés en 2014 avaient une maman qui n'avait pas terminé ses études secondaires. Ça représente un peu plus de 5100 tout petits. Et cette proportion-là a connu une baisse depuis 2008, alors qu'on était à près de 8 ce qui représentait alors 6 941 enfants. Donc, évidemment, ces données-là concernant la situation financière des tout-petits ont de quoi nous réjouir parce qu'il y a une amélioration et c'est bien documenté que les tout-petits qui vivent en situation de précarité financière sont plus à risque de rencontrer des difficultés à l'école, d'avoir des difficultés de langage ou encore des problèmes de comportement ou de santé. Bien que le portrait dresse quand même un bilan global positif des environnements dans lesquels grandissent les tout-petits Québécois, il y a quand même certaines données qui, à notre avis, sont préoccupantes et méritent notre attention. On en a donc sélectionné quelques-unes pour vous les présenter ce matin. Donc d'abord, en 2015, environ une famille avec au moins un enfant de 0,5 ans vit dans un logement qui est qualifié de non abordable. Non abordable, ça veut dire que la charge financière représente 30 ou plus du revenu de la famille. C'est donc environ 73 000 familles qui vivent dans ce type de logement-là. On note également qu'il y a encore environ 8 des familles de tout-petits qui vivent en situation d'insécurité alimentaire. Donc, par insécurité alimentaire, on entend ne pas avoir accès à des aliments sains et nutritifs en quantité suffisante. On parle d'insécurité alimentaire grave lorsqu'on est obligé de réduire notre consommation d'aliments et qu'il y a perturbation de nos habitudes alimentaires. Dans le cas de l'insécurité alimentaire grave, ce sera environ 2 des familles avec tout petits qui vivraient dans cette situation-là. Donc, évidemment, ce sont des données qu'on juge préoccupantes parce que, bon, on en entend beaucoup parler. Évidemment, ça nuit à la concentration à l'école, mais c'est aussi associé à d'autres types de problèmes, comme des problèmes d'agressivité ou d'hyperactivité chez les enfants. On en arrive maintenant aux conduites parentales à caractère violent. Donc, le portrait aborde 3 types de conduites: la violence physique mineure, la violence physique sévère et les agressions psychologiques répétées. Alors, je vais les démystifier un peu pour vous pour que vous puissiez mieux comprendre les données. D'abord, au niveau de la violence physique mineure, qu'est-ce qu'on entend par là? Il s'agit en fait de secouer ou brasser un enfant lorsqu'il a 2 ans ou plus, le taper les fesses à main nue, lui donner une tape sur la main, le bras, lui serrer le bras ou le pincer. Donc, entre 2004 et 2012, ce qu'on observe, c'est une diminution de la proportion de tout-petits qui ont subi de la violence physique mineure. On est passé de 56,2 à 47,8 %. Évidemment, on est content que ça s'améliore, mais ultimement, le chiffre demeure préoccupant à notre avis. Donc, c'est près d'un tout-petit sur 2, soit l'équivalent de 223 000 tout-petits qui subissent ce type de violence. Juste comme précision, dans le fond, lorsqu'on mesure la violence physique mineure, on demande aux gens si ça s'est passé au moins une fois au cours de la dernière année, et c'est toujours par un adulte de la maison, donc qui peut être les parents, mais qui peut être un autre adulte là, qui fait partie également du foyer. La violence physique sévère, quant à elle, consiste à secouer ou brasser un enfant lorsqu'il a moins de 2 ans, taper l'enfant, mais avec un objet dur, serrer la gorge, jeter par terre, frapper au visage, donner un coup de pied. Donc, vous avez les exemples à l'écran. Bon. Peut-être si vous pouvez juste changer la diapositive. Il semble que la manette ne fonctionne pas. Merci beaucoup. Donc, en 2012, c'est 4,3 % des enfants québécois, toujours des tout-petits, qui ont été victimes de violences physiques sévères. Et cette proportion-là n'a pas changé depuis 1999. Si on va à la prochaine diapositive. Donc, les agressions psychologiques répétées, ça consiste à crier ou hurler après un enfant, jurer après lui, le menacer de le placer en famille d'accueil ou de le mettre à la porte, menacer de le frapper ou le traiter de différents noms. Et dans ce cas-ci, donc prochaine diapo,
La proportion des enfants âgés de 0,5 ans qui sont victimes d'agressions psychologiques répétées au moins 3 fois au cours de la dernière année, toujours par un adulte de la maison, n'a pas connu d'amélioration significative depuis 2004. Donc, c'est encore 204 000 tout-petits qui sont victimes de ce type de violence. Évidemment, ces données-là nous préoccupent parce que, d'une part, l'un peut se produire en même temps que l'autre. Donc, évidemment, il peut y avoir de l'agression psychologique en même temps que de la violence. Évidemment, ces 3 types de violences ont des conséquences chez l'enfant. On peut parler de problèmes reliés à la dépression, à l'anxiété, à l'agressivité chez l'enfant. Évidemment, ça nuit à son bon développement. Et il y a également un risque de cascade qui est élevé. Donc, on dit que les enfants qui sont victimes de violences physiques mineures sont de 2 à 10 fois plus à risque d'être victimes de violences physiques sévères. Donc, c'est certainement des données qu'on veut garder à l'œil. Donc, pour conclure sur les risques finalement qui ont été observés, pour nous, c'est certain que le fait de se nourrir, de se loger et d'être en sécurité, ce sont des besoins de base qui ont besoin d'être comblés chez les tout-petits pour favoriser leur bon et leur plein développement. Et c'est pour cette raison-là que ces données ont attiré notre attention. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens en prennent connaissance et que collectivement, on se demande est-ce que c'est acceptable pour nous? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Et qu'on puisse identifier des pistes de solutions collectives pour agir sur ces enjeux. Et d'ailleurs, le prochain dossier thématique que publiera l'Observatoire au printemps sera sur les conduites parentales à caractère violent. Donc, on souhaite revenir sur la question pour mieux comprendre les conditions qui entourent ces incidents-là et voir de quel levier d'action donc on dispose pour pouvoir améliorer la situation. Alors, ce n'était que les faits saillants. Pour consulter le document complet, vous avez l'adresse du site Internet à l'écran. Et prochaine diapositive. On vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Merci, Fanny Dagenet. C'est vrai que les données sont préoccupantes, mais elles sont importantes. Ce sont là des informations tangibles. On sait maintenant de quoi on parle. À chacun de nous qui sommes présents ici aujourd'hui, on doit mesurer le travail qui reste à accomplir pour que l'égalité des chances, ça soit plus qu'un concept, qu'elle devienne réalité. D'ailleurs, les participants, je vous invite à aller encore une fois sur le fil Twitter. Vous avez le mot-clic à utiliser aujourd'hui pour réagir à ce que vous venez d'apprendre, ce que vous venez de constater. Si vous avez un engagement clair que vous avez envie de faire, vous l'écrivez aussi avec le mot-clic #toutpetit, #toutpetit. J'invite maintenant sur scène 2 représentantes des communautés autochtones qui vont venir nous présenter le portrait des enfants des Premières Nations et celui des communautés Cris. Mesdames et messieurs, accueillez Mme Nadine Rousselot. Elle est gestionnaire des services à la petite enfance de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Elle est accompagnée par Mme Kelly Pepabano. Elle est directrice du département Enfance et Famille du Cree Nation Government. Mme Pepabano va s'exprimer en anglais, mais vous pourrez suivre sa présentation en français. Commençons d'abord avec Mme Rousselot. Bonjour. Bonjour. Koikasnuitchik. Namnendenan menchkahagale takhnyato de ziwa widmadat tani modeyat yanin da sinat wa simnani wa wilzat tande wa ida jizat maxwalo wa watchat muzat wa denigan da jinatam hanedoinnud. Fait que bonjour à tous. C'était pas prévu, je sais, mais j'aime beaucoup m'exprimer dans ma langue, la langue Innu. Merci. Moi, à 5 ans, c'est sûr que, comme je disais, je m'adopterais à nouveau. Tu sais, je trouve tellement que j'ai un beau visage, avec des beaux traits Innu qui m'a été légué par ma famille, mes parents et tout. Et on en a de beaux aussi dans nos communautés, des beaux enfants avec des traits qui parlent tous une langue Première Nation et qui apprennent aussi les traditions et les héritages qui viennent de nos ancêtres. Et on essaie de les poursuivre, d'où le but de cette présentation aujourd'hui. Fait que, on avait Kelly.
Kelly, bien, tout à l'heure, elle va venir parler, mais pour l'instant, la parole... On reviendra à ta photo, Kelly, tout à l'heure. Les tout-petits Premières Nations. Fait que, comme vous pouvez voir, on a des beaux visages d'enfants de nos communautés Premières Nations. Fait que bonjour, hello, on voulait un peu faire un petit cours 101 de comment on dit bonjour dans les langues Premières Nations. Il y a plusieurs façons de le dire. Dans la nation Innu, moi je suis de la nation Innu, on dit kwe. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on dit tout le temps 2 fois le mot kwe pour dire qu'on est content de le rencontrer. Donc on dit kwe au ministre. Et merci de prendre le temps de nous écouter et d'en apprendre plus sur les Premières Nations, et à tous mes collègues également qui sont à l'écoute, parce qu'il y a beaucoup de membres des Premières Nations qui sont à l'écoute aussi pour la présentation, incluant mes collègues à la commission et autres partenaires Premières Nations qui, pour eux, c'est important de travailler pour nos enfants dans nos communautés. Fait que les salutations en langue d'usage. Et on voulait également prendre l'occasion de remercier la nation Mohawk parce que nous, quand on fait des présentations, c'est important pour nous de saluer la nation Mohawk la nation dans laquelle nous, on fait la présentation. Donc, on est en territoire Mohawk et on salue la nation Mohawk de nous permettre de nous recueillir, de nous accueillir plutôt et d'avoir cette opportunité d'échanger sur les données des Premières Nations et du portrait des Québécois également, des enfants québécois. Les nations, prochain diapo. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, OK. Je me fie à Fanny qui avait des défis tout à l'heure. Fait que, juste pour revenir... Ici, c'est la carte des nations. Comme vous pouvez voir, les Premières Nations couvrent quand même l'ensemble du territoire. On est un peu localisé dans plusieurs régions du Québec et ça permet de voir la carte sur une autre perspective, comme de quoi, oui, on occupe le territoire également dans l'ensemble du Québec. Les nations, on a 2 grandes familles linguistiques au Québec. On a la famille algonquienne et on a la famille iroquoienne. On a 11 nations. À l'intérieur des 11 nations, on a 40 communautés des Premières Nations qui sont localisées un peu partout au Québec et 14 villages inuits qui sont inclus là-dedans. La population Premières Nations est de 85 965 membres et on a 30 708 vivant à l'extérieur des communautés. Et au niveau des Inuits, on a 12 219 Inuits inscrits et on a 857 Inuits demeurant à l'extérieur des villages nordiques, des villages Inuits. Ça, c'est des sources qui viennent de ça. Donc, on a à peu près 89... on est quand même beaucoup, hein, on est plusieurs demeurés au Québec. On est une population jeune. Chez les Premières Nations au Québec, la population est jeune. 24 de la population est âgée d'au moins de 17 ans et plus de 50 est âgée de 34 ans et moins. Nous, la façon dont on voulait présenter les données des Premières Nations découle de la Déclaration sur les droits des enfants des Premières Nations. On aurait pu présenter le portrait statistique similaire à ce que Fanny vient de présenter pour le portrait du Québec, mais ce n'est pas vraiment notre intention. Nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est de partir vraiment d'une priorité sur laquelle on trouve vraiment important, c'est-à-dire prioriser les enfants en général. Les chefs ont signé en juin 2015 cette déclaration-là qui, elle, découle de la Déclaration des droits des Nations unies et du principe de Jordan également. Et dans la déclaration, si on le résume, ça veut dire que la priorité pour nous, c'est l'ensemble des enfants de 0 à 17 ans, qui inclut également les enfants de 0-5 ans. La déclaration est composée de 16 articles définissant les droits, l'engagement des chefs et de la communauté envers nos enfants des Premières Nations. La déclaration, pourquoi on la met à l'avant? Parce que c'est notre fil conducteur. Nous, on va adhérer, on adhère, puis on va faire parler la déclaration tout au long des 5 prochaines années en mettant en œuvre un plan d'action, un plan de mise en œuvre quinquennal sur 5 ans auquel on a déjà un plan établi puis adopté à l'Assemblée des chefs. Puis ça comporte quand même plusieurs actions au niveau politique, régional et local.
L'année 2016-2017 constitue l'an 1 du plan de mise en œuvre et une diffusion de promotion et de déclaration de la Déclaration des droits des enfants. Cette année, en 2016-2017, nous allons mettre 5 articles de l'avant pour faire valoir le droit des enfants. Parmi ces 5 articles, la première, qui est l'article général d'introduction, qui est « Tous les enfants sont créés avec le droit inhérent d'être protégés, aimés, soutenus, entendus et crus, de participer à des jeux, des activités récréatives et de recevoir des soins de santé adéquats, une alimentation, un logement, une éducation conforme à leur culture et à leurs traditions. » L'article 4 dit que nos enfants ont le droit d'apprendre leur culture, leur histoire, de parler leur langue. En général, l'article 5 parle de ça. L'article 4. L'article 7, les parents ont la responsabilité principale de fournir à leur enfant des soins prénatals appropriés, des soins physiques et affectifs continus appropriés à leur âge et de veiller à leur développement affectif. Fournir une alimentation adéquate, un logement, une éducation et des soins de santé appropriés toujours à partir de la culture, de la langue des enfants. Nos communautés, nations, gouvernements et dirigeants, l'article 10, ont également la responsabilité de veiller à ce que nos enfants bénéficient des niveaux de santé, d'alimentation, de sécurité, d'éducation et de soutien nécessaires pour promouvoir de saines valeurs et de sains comportements qui les aideront à grandir dans un environnement favorable. Et l'article 12, pour marquer notre engagement à l'égard de nos jeunes et de nos communautés, dans le but d'assurer la sécurité des enfants, tous les membres des Premières Nations ont le devoir de signer aux autorités appropriées tout incident de violence fait aux enfants étant toujours entendu que pour nos nations, l'intérêt de l'enfant et le respect des besoins et des droits de l'enfant comprennent l'intérêt de la famille. La famille est très importante aussi. Tu sais, on parle d'environnement autour de l'enfant. Fait que l'intérêt de la famille, de la communauté, de la nation, et vise tout particulièrement la protection de l'identité, de la culture, des activités traditionnelles et de la langue. Suivant ces articles, nous, on a sélectionné quelques données pour illustrer, justement, mettre en valeur les articles qui découlent de la Déclaration des droits signée par nos chefs. Et nous avons décidé de le faire d'une façon ludique, avec un visuel. Comme vous pouvez constater, nous, quand on parle tout à l'heure, le ministre Proulx mentionnait que c'était important pour lui la littératie, apprendre à lire pour que les enfants développent un vocabulaire. Dans la culture des Premières Nations, nous, c'est les contes et légendes. Nous, pour pouvoir augmenter, s'assurer de stimuler le langage chez nos jeunes, c'est au travers des contes et légendes qu'on est capable d'augmenter le vocabulaire dans nos langues Premières Nations, dans nos communautés. Et c'est pour ça que, tu sais, l'enfant ici demande à sa grand-mère, « Est-ce que tu as des contes et légendes à me raconter? As-tu des choses à me raconter par rapport à notre histoire, à notre culture, à nos façons de faire? » Oui. Et c'est au travers de ça qu'on est capable d'augmenter, de stimuler le langage chez nous tout petits. La langue maternelle de 61,5 % des mamans et de 59,1 % des papas des Premières Nations d'enfants de 0 à 5 ans est une langue des Premières Nations. On a eu des défis suite à différents éléments historiques des Premières Nations qui a fait que la langue était en perdition. Mais heureusement, depuis les 10 dernières années, on a été capable, par des programmes de stimulation auxquels on met un emphase sur l'apprentissage des langues, de nos façons de faire dans nos écoles, dans nos centres de la petite enfance, dans nos programmes, mais ça augmente l'utilisation des langues autochtones. Il y a une augmentation de l'utilisation, fait que c'était déjà une très bonne nouvelle pour nous. Et le feu est important pour nous parce que dans certaines langues, quand on nomme le mot « enfant », entre autres dans la langue atikamekw, le mot « enfant » veut dire « awasis ». Awasis qui signifie l'enfant, le petit être de lumière, parce que un enfant, ça illumine. Quand on regarde le regard des enfants, on voit un feu à l'intérieur de leurs yeux, un feu de lumière. Fait que notre mandat, nous, en tant qu'adultes, en tant qu'aînés, en tant que personnes qui avons un impact, une influence sur nos enfants, c'est de préserver cette lumière. Donc, le feu va être un symbole important pour nous pour pouvoir mettre en lumière l'importance de travailler autour de nos tout-petits. La moyenne d'âge des mamans qui ont un bébé est autour de 22 ans, puis une maman sur deux allaite leur enfant.
C'est quelque chose qui est en augmentation également dans nos communautés, l'importance de l'allaitement. C'est parce que, tu sais, on en parle régulièrement que donner de l'alimentation de base naturelle à nos enfants, ça commence par l'allaitement également. Et le fait de l'allaiter aussi, ça permet de travailler la langue. Il y a un des aînés, à un moment donné, qui m'a raconté que quand on allaite un enfant, on a une position assez particulière quand on prend l'enfant et on pratique la vocalisation chez l'enfant en le positionnant d'une certaine façon après l'allaitement pour justement l'aider à pratiquer, à utiliser la langue d'une première nation parce que, tu sais, tout à l'heure, je sais que vous n'avez pas tout à fait compris, à part le chef Pietachot qui a compris, mais on utilise une vocalisation assez particulière quand on parle nos langues. Donc, on les pratique par la proximité en tenant nos enfants proches. Ça, c'est une aînée qui m'avait conté ça, que ça a été des transmissions qu'on faisait dans nos pratiques à nous. Comme on a mentionné, puis comme je le mentionne, la culture est très importante pour nous. Puis aujourd'hui, 9 parents sur 10 considèrent très important que leur enfant pratique une activité traditionnelle. À chaque activité qu'on fait, que ce soit au niveau communautaire, local, national, dans les powers ou autres, on essaie de toujours inviter nos enfants à participer à nos pratiques et à vivre les mêmes cérémonies ou les mêmes traditions que nous pour que ces enseignements-là puissent se perpétuer pour les 7 générations à venir. Et c'est la donnée qui est reflétée dans ce PPT. Enfin, comme j'expliquais tout à l'heure, une des données importantes que nous, on veut partager, c'est l'identité. L'importance de l'identité au travers de l'enseignement, de l'accompagnement qu'on fait auprès de nos enfants. Savoir d'où ils viennent, d'être fiers d'être une Première Nation, de pratiquer une activité traditionnelle, c'est très important pour nous afin de pouvoir poursuivre à enrichir nos cultures et justement à développer cette fierté-là d'être membre d'une nation au travers du Québec et du pays aussi. Les enfants de 0-5 ans représentent 8,9 % de la population des Premières Nations. Donc, c'est important qu'on mette beaucoup d'emphase sur la transmission de la culture, des façons de faire de nos membres. Tous ensemble pour les tout-petits, la devise pour nous chez les Premières Nations. Nous avons une pochette de presse que Chantal, qui est avec moi, une de mes collègues qui est avec moi, qui va pouvoir vous en partager. Et on a quand même pas mal de données. Nous, on ne voulait pas aujourd'hui arriver à présenter le portrait des défis ou des enjeux qu'on rencontre dans nos communautés parce qu'on en a nous aussi. Ce qu'on voulait surtout relater, c'est que quand on parle des tout-petits, la priorité, c'est l'identité. Parler la langue, renforcer, affirmer qu'on en a une, puis on veut travailler sur ce chemin-là, le chemin de nos ancêtres, au travers de cette identité-là. Ça, c'est le message premier qu'on veut faire quand on parle des tout-petits. Et on a quand même plusieurs fiches qui existent sur le site de la Commission avec des données plus détaillées. Et entre autres, on en a une qui est la fiche 14 qui parle des services en petite enfance qui existent sur les communautés dans une communauté Première Nation. Fait que tsanashkamedno kasnuichik adiu odnemik tabigan tsajin tdoyat me wawid mada demstia bada tsajin ilan tsadmozat doasimnan tsajikamino innoimedo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter et encore une fois, c'est important pour nous de transmettre la langue, de transmettre notre héritage, de transmettre nos enseignements à nos enfants. Voici pourquoi nous, on réitère l'importance de travailler avec nous tout petits. Merci. Your turn. Wajag mishtijan skubnaga bit snag jajimi and noch. My name is Kelly Pivabino. I'm from the Cree Nation of Chisasibi in the James Bay region of Quebec. The first thing I'm going to show you is one of the traditions that we do with children
in our communities, in the Cree communities, in Iowishi. In the presentation, I'll be referring a lot to Iowishi, which translates the Cree Nation. So the walking out ceremony is a ceremony that is performed on children when they reach walking age. So between 1 and 2, when they start walking. And we usually do it in the springtime because that's when the earth is renewed. And usually the children are not allowed to walk on the earth until they have this ceremony. After that, they're free to explore. So what we'll show you today is just some statistics on the population in Iowishi compared to the rest of the province. So as you can see, what you can focus on is in Iowishi, the higher population is between 0 to 4 compared to Quebec. You'll have to excuse me, I'm a little bit nervous. Our population is really growing in the Cree Nation. The next slide just shows the different age groups in the population and how it's by 2036, it will be very high. I'll probably be a great-grandmother by then. So this is the fertility rate for, as you can see, for the Nunavik region and the Cree Nation. It's a lot higher than the rest of the province. In all of Quebec, it's an average of 1.62 and 3.2 and 3.33. So I would say a lot of the reason why we have more babies is because we live up north, it's colder, and we stay indoors more. The next slide is just showing you that single-parent families in Iowishi is growing. It's a growing trend, I could say. I am one of them. I have 4 children, ranging in age from 26 to 6 years old. So yeah, the single population is growing. The next slide is showing you the sizes of our families compared to the rest of Quebec. So if you look at the last number, we like to have large families. Again, I think I told you why. We're indoors a lot. Yeah, the temperature in the winter is usually minus 40. So we have a very growing population. And the next slide, again, shows the single parents compared to the rest of the province. We have, for 3 or more children, single parents is 22%. This is just showing you the unemployment rate compared to the rest of Quebec. So here it says that in Iowishi it's 18.3% compared to Quebec's overall 8.2%. The next one, is that the one I did already? Yeah. You're about the unemployment since 2001? Yeah. So you want to change the... Yeah, I just wanted to change the slide. Okay. So the unemployment rates are actually lowest in Iowishi than in other First Nations, but also doubled compared to the rest of Quebec. So it's pretty high. In Iowishi,
The single parents actually rank the lowest for overall income. Yeah, so I don't know, I can't really say why. I think it's a lot to do with the education of our people, and also finding reliable people to take care of their children when they're single and to go out and work, because I've experienced that myself. This is about the families. Yeah, this is the families. This is the one for families, larger families, 3 times lower income than all of Quebec. So it's pretty high, and Nunavik is in second lowest. So here just shows you the cost of a nutritious food basket if you were to purchase it. In EUSG, it's $312. Compared to in Montreal, it would be $208. And one of our Cree communities, Wabmacshto being the highest, is almost $400. And that's one of our fly-in communities. There's no road there, so the food is flown in. A lot of times when the food gets there too, it's not very fresh, so they complain about that a lot. I know that because my sister lives there. The next slide is just to show you a lot of the housing we have in our communities. Because we tend to have larger families and we become grandparents at a younger age, we have a lack of housing, and so a lot of times families end up living together. Like, for example, my son is 26 and he has a 3-year-old. He has a common law spouse, but lucky for me, they have their own house because it was my house and I purchased a new house. But it's not everybody's that lucky. So a lot of times you have your extended family living in the same household. Sorry. This again is just showing the household. More than one family is living in the household. So in all of EUSG, it's 17% higher. Chisasibi, where I come from, being the highest. I have a daughter that lives in Ottawa that's going to school, but when she comes home, when the end of her program, when her program ends, she doesn't have a place to live. She's 21, so she has to live with me because of the housing situation. So that's all I wanted to share, just to give you an idea what it's like living in EUSG. Thank you. Wajag Maswa. Merci beaucoup, mesdames. Merci du partage. On a appris beaucoup de choses avec vos réalités. Merci infiniment. Ces données nous permettent de mieux connaître la réalité, je pense, de tous les petits du Québec. Et l'inclusion ici est très importante parce que les tout-petits, c'est l'affaire de tout le monde. Et quand on aborde la question de la vulnérabilité chez nos tout-petits, tout de suite, il y a le nom d'un organisme qui nous vient en tête. Ça fait longtemps qu'il nous dit qu'on doit s'occuper d'eux et qu'on doit s'occuper de la famille. J'invite sur scène le docteur Gilles Julien de la Fondation du docteur Julien. Il est pédiatre social, directeur clinique et président fondateur de la fondation qui porte son nom et qui change des vies. Docteur Julien. Bonjour, je suis bien heureux d'être ici. Je suis particulièrement heureux que ce ne soit pas juste une journée pour les tout-petits, parce que souvent on voit la journée de ci, de ça. Puis on a une semaine des tout-petits.
Puis j'espère que dans 3 ans, 5 ans, ce sera l'année des tout-petits ou la décennie des tout-petits parce qu'ils méritent bien. Enfin, vous me connaissez un peu, j'ai écrit ma propre lettre aux tout-petits aussi, même si j'ai signé l'autre, puis je pensais que c'était important que j'ai aussi une lettre adressée aux enfants. Là, ils vont venir tantôt sur scène, une partie d'entre eux. Alors, puis j'écris jamais, j'y vais oralement, mais là, j'ai écrit la lettre, puis je vais vous la lire parce que c'est un engagement depuis au moins 40 ans, puis j'espère pouvoir rester engagé un autre 40 ans. Alors, si vous m'appuyez, je vais continuer comme ça. Il y a des côtés un peu négatifs, là, parce qu'on a beaucoup fait de promesses aux tout-petits. Puis il y a beaucoup de promesses qui n'ont pas été vraiment tenues. Comme société, on les a lâchées souvent, puis on les lâche encore souvent. Je pense que c'est une réalité, puis les statistiques qu'on entend en sont la preuve. On a été fous de nos enfants, on a proposé qu'ils naissent égaux et en santé. On a laissé souvent les autorités, les gouvernements agir seuls, sans s'en mêler, en disant qu'ils vont tout régler. On a parlé beaucoup des petits-enfants, puis moi j'en parle aussi. Et à un moment donné, il fallait passer à l'action. Puis on sait quoi faire, en fait. C'est pas qu'on ne sait pas quoi faire. Puis on a des statistiques, puis on a des nouvelles statistiques. On sait très bien quoi faire. On sait qu'il faut agir en stimulation précoce. On sait que les grossesses doivent être bien accompagnées. On sait que les enfants ont besoin d'être encouragés pour persévérer à l'école. Puis en plus, on a une déclaration des droits de l'enfant qui nous dit tout quoi faire, puis elle est souvent mise sur les tablettes ou même pas connue. Ça a résulté en ce que, pour moi, est du non-respect envers les enfants dans notre société. Parce que les mamans tardent encore à trouver des soins pendant leur grossesse. J'ai plein de jeunes que j'ai suivis qui ont de la difficulté à trouver un médecin pour suivre leur grossesse. Souvent, ça va à 6 mois, parfois à la fin de la grossesse. On ne peut pas naître vraiment égaux et en santé quand on n'a pas eu un bon suivi pendant la grossesse, puis pas juste au plan médical, au plan social, puis au plan de l'accompagnement, puis de l'encouragement. Beaucoup de nos enfants, puis encore une fois, si on réfère aux statistiques, c'est clair, naissent dans des mauvais environnements. Des environnements qui sont néfastes, des logements qui sont inadéquats. Ils sont souvent exposés très jeunes, même tout petits bébés, et puis même pendant la grossesse, à de la violence, beaucoup de négligence. Et beaucoup de nos enfants manquent de stimulation. Là, les statistiques, encore une fois, viennent nous le dire, puis on sait que l'entrée à l'école à 4-5 ans n'est pas nécessairement une réussite pour plusieurs de ces enfants-là. C'est 1 sur 3, puis dans certains secteurs, 1 sur 2 qui arrivent à l'école pas prêts, pas assez stimulés. Beaucoup de ces enfants-là, pendant tout leur parcours de jeunesse, pas juste tout petit, mais pendant tout leur parcours, manquent d'outils pour se développer. Puis je trouve ces petits-enfants vulnérables, démotivés, abandonnés. Tous les jours, dans notre pratique, nous, on voit des enfants qui sont démotivés. Ils vont pas bien à l'école, ils nous sont envoyés par l'école, cause démotivation. Beaucoup d'abandon aussi de la part des communautés puis des familles par rapport aux enfants quand on vit dans des conditions de survie, ce qui crée une vulnérabilité qui n'a pas de bon sens. Puis on sait en plus au niveau des neurosciences que le cumul des stress toxiques, des polytraumatismes, les petites violences quotidiennes, là, c'est des polytraumatismes. Quand ça s'accumule, ça nuit au développement du cerveau. Puis c'est souvent pratiquement à 3 ans, la moitié du volume du cerveau, un enfant qui a été bien stimulé ou pas bien stimulé. Et ça n'a pas de bon sens. Alors, ce que je veux avec la lettre, c'est de faire une promesse, mais seule ou avec d'autres. Je représente aussi plusieurs personnes de pédiatrie sociale en communauté, des avocats, des travailleurs sociaux, des médecins, des bénévoles, des infirmières, toutes sortes de spécialistes. On est à peu près 500, effectivement. Puis notre engagement, puis on veut que la communauté nous suive, c'est de vous respecter comme être humain à part entière.
Et ça correspond à tous les droits, ce qui est énoncé dans la Convention des droits. On vous promet de travailler à créer un monde équitable. On essaie de le faire à bout de bras depuis longtemps. Et on veut cibler tous vos besoins. Les besoins de Lebeau, ce n'est pas une vue de l'esprit. S'il en manque un, ça ne marche pas. Alors, il faut s'occuper de l'ensemble des besoins en même temps, qu'ils soient médicaux, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient en termes d'accompagnement. On veut vous créer des environnements favorables, puis on n'y arrive pas encore. Donc, on a besoin que la communauté, les municipalités, les gouvernements, les bénévoles, les gens des communautés se mobilisent pour développer des environnements favorables. C'est des environnements aimants et supportants. C'est pas compliqué, là, c'est juste ça. À partir de ça, un enfant se développe, veut se développer, se sent pas abandonné, se sent motivé, puis il va réussir. Alors, au nom des 500 employés ou bénévoles ou autres de notre fondation, à travers tout le Québec, nous nous engageons à soutenir cette promesse-là et dans l'action. Alors, qui veut nous suivre, vous êtes tous les bienvenus. Alors, c'est le message que je voulais donner aujourd'hui. Et pour conclure, on va vous présenter une classe de première année. Docteur Julien, et c'est là que j'interviens. Parce que des fois, quand on a des tout-petits avec nous, puis si on veut vraiment faire preuve d'ouverture, il faut être flexible dans nos horaires comme grandes personnes. Alors, oui, je vais vous laisser les présenter. On a des super musiciens qui s'en viennent, mais on va profiter du fait qu'ils vont venir sur scène pour aussi organiser une période d'entrevue pour pouvoir avancer dans l'horaire, si vous êtes d'accord. Donc, j'invite sur scène qui? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la pause. On va inviter les enfants pour faire la pause. On va faire la pause maintenant pendant que les enfants vont s'installer. S'il y a des médias qui veulent faire des entrevues, c'est le moment de le faire. Puis comme ça, nos petits vont s'installer. Puis là, il n'y aura pas trop de stress. Et quand on va revenir, M. Julien, on va y aller d'une déclaration officielle puis d'une présentation de superstars comme ils n'auront jamais eu. C'est bon? Oui, mais je veux que vous les accueilliez quand même dès maintenant. Oui. Ils sont trop cute, hein? Donc, vous reviendrez sur scène avec moi, OK? Alors là, ils vont s'installer. On prend la pause, on fait les entrevues. On se donne quoi? 15 minutes? 15 minutes, d'accord?